capacités aujourd'hui à rebondir différemment. Donc économiser aujourd'hui sur ce sujet, c'est s'engager à dépenser énormément de manière durable. Oui, c'est vrai, mais vous êtes obligé de tenir compte des finances générales et de l'État. Et donc il y aura des choix, et on le comprend. Et nous, on demande à l'État de faire des choix ambitieux. Il faut vraiment comprendre l'urgence, parce que la vigne dans les cordières, elle ne durera pas pendant des années. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que vous me dites qu'il faut l'accès à l'eau, mais Baptiste l'eau, il lui faut l'année prochaine. Sinon, c'est terminé. Et aussi, il faut des aides compensatoires pour les handicaps naturels. Parce qu'aujourd'hui, faire de la vigne dans les cordières ou dans la plaine, c'est pas le même métier. Et le jour où la vigne disparaît complètement dans les cordières, vous reviendrez ou les prochains premiers ministres, et ce sera cet incendie x5, x10. Il y a peut-être des endroits où il n'y aura pas d'accès à l'eau. Stratégiquement, il faudra qu'il y ait accompagné certaines cultures, certaines vignes ou autres agricultures pour éviter que le feu se propage vite, pour le On freiner. va essayer de définir ça ensemble. Il y a les deux pas de temps qui sont menés conjointement. Il y a combien on vient en aide, mais direct là, à tous ceux qui auront perdu et qui vont perdre durablement, parce qu'il va falloir injecter et les aider. Et puis il y a comment on met en place effectivement des solutions pour ne plus jamais revivre ça et ne pas sortir. Mais au-delà de l'eau, il y a quand même l'impact économique et sur la dimension de ce territoire, c'est le tourisme et la viticulture. Là, ce sont vraiment les deux axes majeurs. Et le tourisme, et on voit l'impact, imaginez 2026, l'impact touristique, ça va être dramatique. Au-delà même de comment C'est moins pour l'avoir vu ailleurs, ça repousse, en tout cas ça se... S'il pleut, ça repoussera. Ça se cicatrise. Ce sera plus compliqué en zone méditerranéenne. Dans les Landes, par exemple. C'est plus long. Ça sera plus long ici. Il faut absolument entretenir le paysage, parce que sinon, on aura des fois qu'on l'impact paysagé est énorme sur la dynamique touristique, non touristique, de nos entreprises qui vivent de ça. Surtout, nous sommes déjà en grande difficulté économique, vous le savez, monsieur le Premier ministre. Et il faudra des actions fortes à la rentrée, parce que sinon, la viticulture dans l'Aude, ce sera terminé. Vous savez, on a de moins en moins de jeunes qui travaillent dans la viticulture. Tous les jeunes qui bossent comme nous. Oui, mais on n'est pas beaucoup. Hein. Et là, mais malheureusement, ça fait mal au cœur parce qu'on a des jeunes qui se lancent dans la viticulture, qui au bout de 2-3 ans, ils sont obligés de trouver un travail à côté parce qu'ils ne s'en sortent pas. Et on n'arrive plus à entretenir les paysages, on laisse des friches en pagaille, et puis bon, après, on sait ce qui se passe. C'est pour ça qu'il nous faut absolument de l'eau. On va essayer de définir ensemble le plan qu'il faut mettre en place. Et peut-être se servir de ce territoire comme un laboratoire, un test de ce qu'on a besoin de construire. Je le prends comme un engagement et c'est là-dessus qu'il faut continuer. On vous promeut, monsieur le Premier ministre. Voilà donc pour ces nouveaux échanges du Premier ministre François Bayrou, cette fois-ci avec des agriculteurs de l'Aude et des mots très forts. Il dénonce une situation catastrophique. Alors une certaine colère aussi qu'on a entendue dans la voix de ces agriculteurs. L'un d'eux disait il faut un plan Marshall, il faut des actions. Ça fait des années que ça se reproduit. On va continuer de suivre ce déplacement évidemment de François Bayrou, mais d'abord priorité au terrain puisqu'on va aller retrouver Antoine Forestier. Vous êtes avec Baptiste Deveau tout à fait dans la commune de Complon-d'Aude. Et là-bas, eh bien, il y a toujours ces pompiers qui luttent contre les flammes et de nouveaux largages d'eau ont également eu lieu. Oui, depuis notre arrivée sur place, il y a une petite demi-heure, on assiste à un balai d'hélicoptères dans le ciel. Ils sont 3 hélicoptères bombardiers d'eau à se relayer et à venir tenter de mettre fin à ce foyer qui est encore présent en haut de cette montagne. On voit à droite des fumées blanches sur lesquelles l'hélicoptère est en train de s'approcher. Ça, c'est une zone... Et désolé, Antoine Forestier, on va d'abord écouter le Premier ministre qui s'exprime à la presse. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et le ministre chargé auprès de lui des problèmes de sécurité. C'était très important pour nous d'être là parce que la catastrophe est une catastrophe d'ampleur inédite. C'était très important parce que des centaines et milliers de personnes se sentent atteintes dans ce qu'elles ont de plus précieux, leurs biens, leurs maisons, leurs vignes. Pour ceux qui travaillent dans le tourisme, le paysage qui est atteint. Et donc c'était après presque 24 heures de combat, de tous les pompiers, de tous les soldats du feu, des élus qui sont là et qui n'ont pas dormi de la nuit, c'était très important que nous soyons avec eux.
pour dire deux choses. D'une part, chaque fois que une partie des Français sont atteints par une catastrophe de cet ordre, la solidarité nationale doit s'exprimer, jouer. Elle a joué à plein parce que les services de l'État et les services de sécurité ont été immédiatement, j'allais dire, dans la minute mobilisés. C'est très important aussi parce que c'est l'avenir qu'il faut penser, l'avenir de ces territoires. Et comme vous le voyez, l'avenir de ces territoires, elle est marquée par le drame qui touche la vie. C'est un pays qui a si j'ose dire, deux orientations économiques, la vie d'un côté, le tourisme de l'autre, et les deux sont atteints. Et ce que disent les chefs d'exploitation et les personnes qui travaillent dans le tourisme, c'est deux choses. Il faut nous aider aujourd'hui en voyant les déclarations possibles de catastrophes naturelles, en voyant les questions qui sont pas simples, parce que les pertes de récolte, on n'est pas sûr qu'elles soient assurées comme il le faudrait. Et donc, vous aider aujourd'hui et préparer ce que demain doit être. Tout le monde voit ce qui se passe. On est dans un moment où le changement climatique sur, j'allais dire, toute la planète, en tout cas l'Europe, ce changement climatique se fait sentir et entraîne des événements inédits. Et l'événement aujourd'hui, c'est un événement qui est lié au réchauffement climatique et lié à la sécheresse. Et il faut qu'on réfléchisse avec les élus locaux, avec les responsables professionnels, avec les parlementaires et le gouvernement. Nous avons à réfléchir à ce que demain pourrait être. Quel type de plantation? Quel avenir pour la vigne? Quelle possibilité d'imaginer des essences différentes qui pourraient être des essences de résistance à la progression du feu? Quel type de plantation pour réaliser des stops? Ce qu'on a vu là, et qui est très frappant, c'est que partout où il y avait des vignes, pour l'essentiel, le feu a été arrêté. Et là où il n'y avait plus de vignes, là où les taillis, les broussailles et les garrigues avaient pris la place, et puis un accroissement de la catastrophe, de la vitesse du feu et de la catastrophe. On va attendre une minute. Pardon, mais on est en plein milieu des opérations et des opérations de sauvegarde et de sécurité. Et je disais donc une partie des questions qui se posent, c'est quel avenir, quel type de culture, quel type de paysage, quel type d'économie vont pouvoir être mis en place pour que les Corbières, cette partie des Corbières retrouvent une vision de l'avenir et une foi dans ce qu'ils vont vivre ensemble. Et donc ça, c'est une deuxième partie du travail. Et nous allons le mener avec les élus locaux, avec les responsables professionnels, avec le gouvernement, pour définir précisément ce qu'un plan de sauvegarde et d'avenir pourrait être. Car il faut prendre en compte la sauvegarde, les problèmes économiques et ce que l'avenir doit être. Et puis après, il y a encore d'autres réflexions à conduire. Parlions avec le ministre de l'Intérieur de la recherche d'un plan d'alerte très précoce sur les incendies. Alors, aujourd'hui, ici, il y a eu alerte très précoce, quelques minutes seulement. Mais il y a d'autres
type de lieu en France, de région en France, de paysage en France, sur lequel il faut que des acos, peut-être par satellite, par un système de satellite qui permet de surveiller le sol, puissent être mis en place. Et pour nous, tout ça, c'est un ensemble dont nous avons la responsabilité. C'est pourquoi nous avons voulu venir dans les premières heures dès le déclenchement de l'incendie pour dire pas seulement notre solidarité, mais notre volonté de participer avec les personnes victimes, avec les personnes enracinées, avec les personnes qui pensent l'avenir de ce territoire, à ce que tout cela pourrait être dans un grand plan dont les Corbières pourraient être le laboratoire. Il y a aussi une question de moyens aériens de lutte contre les incendies. Certains disent qu'il n'y en a pas assez en France. Alors, nous avons, depuis que nous sommes là, mis en place un plan pour multiplier les moyens aériens, y compris en finançant des projets de fabrication des Canadair ou des avions de type Canadair en France. Mais là, il y avait beaucoup de moyens aériens puisque c'est 9 aéronefs. En tout 18 en réalité. 18 entre les Canadair, entre les Dash, entre les hélicoptères. Entre les hélicoptères bombardiers d'eau, on en avait 18. Et il n'en fallait pas plus en réalité. Par chance, on avait la capacité de mobiliser beaucoup de moyens. Ça n'a pas suffi pour arrêter l'incendie. Ça n'a même pas suffi parce que le premier Dash est intervenu dans les minutes qui ont suivi le repérage du déclenchement de cet incendie au bord de la route. Justement, qu'est-ce que l'on sait sur la cause de cet incendie? L'enquête est en cours. On a l'impression que c'est un départ d'incendie à partir des activités sur le bord de la route, mais c'est une impression et aucune preuve pour l'instant n'a été apportée. Mais on voit bien que c'est, j'allais presque dire, une activité banale qui entraîne des accidents de cet ordre. Dans quelle mesure est-ce que ce feu il est inédit? Parce qu'en dehors de la superficie, il y a également un bilan humain qui est assez lourd. Il y a malheureusement une dame qui a refusé de quitter sa maison, d'après ce qu'on nous a dit. Et puis il y a en effet des blessés. Mais pour un incendie de cet ordre-là, sans cet accident malheureux et déplorable, qui permet de rappeler aussi à nos concitoyens que quand il y a une alerte en demandant de quitter la maison, je pense que le plus responsable, c'est de suivre les consignes de cette alerte. Mais vous voyez bien l'attachement de quelqu'un à sa maison, le fait que n'ait pas envie d'abandonner tout ça, c'est si profondément humain et si profondément désolant qu'on ne va pas mettre en accusation les gens qui, hélas, ont fait des choix qui leur ont coûté la vie. Il est inédit, il était aussi. Tous les moyens des Est-ce qu'on a assez de moyens, quoi, vraiment? On a mobilisé tous les moyens nécessaires et ils sont mobilisables à l'instant partout ailleurs. Vous voyez bien que là, l'activité a un tout petit peu baissé. Il n'est pas question d'avoir une zone du territoire qui soit abandonnée et nous pouvons faire appel aux moyens européens. Si nous sommes en difficulté, il y a des accords entre les pays européens qui font que dans une circonstance comme celle dont vous évoquez l'hypothèse, on peut mobiliser des moyens d'autres pays européens qui seraient prêts à nous aider. Les moyens sont massifs, hein, comme disait le Premier ministre. On a 2150 sapeurs-pompiers avec 600 véhicules. On a des moyens aériens, c'est quasiment inédit, et on va mobiliser dès demain des moyens militaires avec 3 hélicoptères et plusieurs dizaines de militaires. Donc ces moyens sont là. Mais ça ne suffit pas quand vous avez un feu avec des circonstances d'humidité très faibles, de température très forte et aussi de vent très, très puissant, avec des pinèdes qui parfois dépérissent avec la sécheresse. Comment vont les 4 pompiers qui ont été descendus d'intervention? Il y avait un, bien sûr, qui était grièvement blessé et qui, à l'heure où je vous parle, semble aller mieux. Il faut rester extrêmement prudent. A priori, il aurait un traumatisme crânien. Les autres sont blessés plus légèrement. Mais comme le disait un de vos confrères, l'incendie est effectivement inédit parce qu'il y a des victimes.
un décès, des victimes, je voudrais dire aussi que parmi les victimes, il y a quand même 9 sapeurs-pompiers. Et blessés. Quand on sait que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, on voit bien ce que disait François Bayrou il y a quelques instants, que cette culture du risque, on doit tous l'adopter. Et il est inédit aussi pour les surfaces. Ça fait depuis 1949 sans doute le feu qui a brûlé le plus d'hectares. Le nombre d'hectares brûlés, plus de 15 000, c'est l'équivalent de tout ce qui a été brûlé en 2019, dans l'année 2019, dans l'année 2020, dans l'année 2021. Et c'est le double de ce qui a été brûlé en 2023. Et en partie parce que les paysages ne sont pas préparés. On laisse s'installer. Les cultures reculent. La culture de la vigne en est un exemple. Ce qui veut dire que les espaces prévus pour stopper l'incendie disparaissent devant des taillis, des broussailles, des garrigues, des pinettes non entretenues, avec, comme le disait le ministre d'État, avec des arbres morts qui servent d'accélérateur au feu, parce qu'on n'entretient pas les espaces. Et vous voyez que tout ça, c'est une politique à repenser, à la fois du point de vue de l'équilibre écologique et de ce qu'il va être avec le changement climatique, l'adaptation au changement climatique, la pensée de ce que doivent être les villages, les maisons, les plantations, les cultures, l'entretien des forêts. Tout ça, ça fait partie de l'adaptation au changement climatique. Et c'est ce travail-là que nous avons à conduire et dont nous savons, nous, à quel point il est crucial, même si nos concitoyens ne s'en rendent pas compte. Et on voit que les OLD ne sont pas forcément respectés dans tous les cas, que les maires ont du mal à mettre en place l'obligation de débroussaillement et pourtant ça peut sauver des maisons. Est-ce qu'on donnerait peut-être plus de moyens aux maires peut-être pour mettre notamment C'est une très bonne question sur laquelle on a constaté dans le cadre du Beauvau de la sécurité civile et que l'on se propose probablement d'intégrer dans les pouvoirs donnés aux maires supplémentaires dans le cadre du texte sur la police municipale qui viendra à la rentrée. On a déjà prévu qu'ils aient des capacités de coercition beaucoup plus importantes et de sanctions beaucoup plus importantes. Je vais rajouter sur ce qu'a dit tout à l'heure le ministre d'État, 9 incendies sur 10 est d'origine humaine, mais plus de la moitié de cette origine humaine sont de caractère involontaire. Je qualifierais plutôt d'irresponsable. Je qualifierais plutôt d'irresponsable. C'est souvent de la négligence qui entraîne ce que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire des viticulteurs en difficulté, des maires en difficulté, des habitants en difficulté, 2000 pompiers sur place hier, une flotte aérienne mobilisée fortement, tout ça parce que quelqu'un a été négligent à un moment ou à un autre. Et cette irresponsabilité-là, il faut savoir la sanctionner très fort. Monsieur le Premier ministre, quel est le moyen, le bras de levier que vous avez pour faire accélérer les procédures d'indemnisation des pauvres gens? Nous allons mobiliser tout ce qui existe. Et si on peut, un peu plus. Parce qu'on est obligé d'être à leur côté. Mais vous savez à quel point les obligations administratives existent, qu'on ne peut pas d'un trait de plume les rayer. C'est pour ça qu'on est là pour mobiliser, accélérer, fédérer et entraîner pour qu'il y ait de véritables réponses. Mais je me mets tout à fait à la place et aux côtés de ceux qui ressentent la situation comme terrible pour eux et qui attendent de l'aide que nous sommes là pour leur apporter le plus vite possible. Mais je sais que le plus vite possible, c'est généralement pas assez vite. On est tous témoins de ces difficultés-là quand il y a une catastrophe. La journée, oui, on se lève à 6h, on est parti en manière. Accompagné de son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, plusieurs choses à retenir de ce point de presse. D'abord, les moyens engagés. 2150 pompiers sont désormais en train de lutter contre les flammes. Des renforts militaires sont également attendus pour lutter contre le plus grand feu depuis 1949, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur il y a quelques secondes. Il y a aussi plusieurs annonces qu'on va détailler avec vous. Anthony Lebos, journaliste politique de BFM TV. Plusieurs annonces notamment sur un plan Marshall que demandaient les agriculteurs et le Premier ministre répond oui, nous allons préparer l'avenir avec vous. Oui, il y a plusieurs pré-annonces en quelque sorte du Premier ministre François Bayrou. Il voulait bien sûr dire la solidarité de la France
aux habitants, aux élus, à ceux qui ont été touchés par ces incendies. Et il s'adressait notamment à deux secteurs, la ville et le tourisme, qui sont évidemment très atteints par cet incendie. Il faut les aider, dit le Premier ministre, notamment en voyant des déclarations possibles de catastrophes naturelles. Sur le sujet des indemnisations, il dit « Nous allons mobiliser tout ce qui existe », affirme François Bayrou. Il veut mener un travail avec les élus, avec les membres de son gouvernement, avec les acteurs de terrain pour essayer de définir et établir, comme il le dit, un plan de sauvegarde et d'avenir. Il veut rechercher les nouvelles manières de réaménager le territoire, les communes, les forêts. C'était une demande aussi d'un certain nombre d'élus. On entendait le maire de cette commune qui accueille ce poste de commandement là où est le Premier ministre actuellement. Bruno Retailleau a aussi annoncé ces 2150 sapeurs-pompiers ainsi que la mobilisation très précisément de 3 hélicoptères de l'armée française dès demain ainsi que d'une dizaine de militaires en plus parce qu'il y a déjà eu des renforts la veille. Et puis là, il y a quelques instants, on a aussi entendu François-Noël Buffet, qui est le numéro 2 du ministère de l'Intérieur, qui appelait à des sanctions beaucoup plus fermes envers, je cite, les irresponsables négligents qui sont responsables de cet incendie. Donc voilà ce qu'a dit François Bayrou avec des annonces qui étaient attendues. On avait assisté juste avant ce micro tendu de la part du Premier ministre à un échange assez tendu, on peut le dire, avec des vignerons notamment qui réclamaient un plan Marshall, qui disaient que c'était une catastrophe, qu'il fallait absolument investir pour essayer de contenir les feux à l'avenir. Et François Bayrou a tenté de les rassurer en disant qu'il allait travailler notamment avec eux pour essayer d'établir justement un plan de sauvegarde et d'avenir pour que cela ne se reproduise plus. Et donc vous le disiez, plus de 2000 pompiers, 2150 qui sont toujours sur le terrain, également des avions qui sont toujours mobilisés. On voit ces images qui nous parviennent en direct de Camplon-d'Onde. C'est Antoine Forestier et Baptiste Deveau qui nous font parvenir ces images. Antoine, les largages continuent, l'incendie est toujours virulent. Oui, vous assistez à l'instant à un nouveau largage d'un hélicoptère bombardier d'eau au plus fort de cet après-midi. En tout cas, depuis notre arrivée, on en a compté 4 des hélicoptères qui se relaient. Ça permet de faire des largages toutes les 2-3 minutes environ. Sous chacun de ces hélicoptères, il y a ce qu'on appelle un Bambi Bucket. C'est une grosse poche orange qui permet aux pompiers en tout cas d'aller chercher de l'eau. Ça peut être soit dans une piscine d'un particulier, soit dans une réserve d'eau. Ici, dans cet endroit, ce qui est pratique, c'est qu'il y a juste en contrebas de cette montagne, l'Orbieu, une rivière dans laquelle les hélicoptères peuvent s'approvisionner depuis tout à l'heure et ils effectuent ces largages avec environ, ça dépend des modèles de cette grosse poche qu'ils transportent, 600 à 800 litres d'eau à chaque largage. C'est évidemment moins qu'un Canadair, mais le Canadair, lui, doit aller se réapprovisionner beaucoup plus loin et donc les largages sont beaucoup plus espacés, 20-30 minutes entre chaque largage. Lorsque ce sont des hélicoptères, il y a certes moins d'eau, mais les rotations sont beaucoup plus rapides et ça permet donc de traiter ces foyers que vous voyez à l'image. Il y a de la fumée marron, ça c'est la végétation qui est en train de se consumer, tous les arbres qui étaient encore verts et qui sont en train de brûler, et il y a la fumée blanche sur le côté, là ce sont des zones qui ont déjà brûlé auparavant, où il y a encore des points chauds. Les pompiers depuis les airs essayent de traiter ces deux zones pour d'un côté éviter les reprises de feu, et de l'autre, au niveau de cette fumée marron que vous voyez, traiter les flammes. Il y a encore quelques instants, juste avant notre direct, il y avait encore des flammes de peut-être une dizaine de mètres de hauteur environ, donc c'est qu'il y a encore des foyers importants attisés par le vent qui est moins fort que ce qu'on a pu connaître hier en fin de journée. Nous étions déjà présents sur place et le vent est resté très fort jusqu'à très tard dans la nuit, au milieu de la nuit. Là c'est pas tout à fait le cas, mais malgré tout il s'est levé par rapport à ce matin et il y a donc ces endroits encore à risque. On va dézoomer un petit peu sur ces images de Baptiste Deveau pour vous montrer où on se trouve de l'autre côté de la rivière, dans un espace où il y a des vignes. On discutait tout à l'heure avec le propriétaire de ces vignes qui nous disait qu'a priori ça va être compliqué pour la récolte parce qu'avec les fumées toxiques qui se dégagent, pour le raisin c'est évidemment pas très bon. En théorie ce raisin rouge devait être cueilli à partir du 15 septembre. Il était assez inquiet et ça fait écho à ce qu'on entendait à l'instant, les échanges avec le Premier ministre. Il y avait cet agriculteur qui lui faisait part de son inquiétude pour les viticulteurs du coin. Ici pour l'instant ces vignes sont épargnées par l'incendie, mais ce sont bien les fumées qui vont être problématiques selon lui.
Merci beaucoup Antoine Forestier et Baptiste Deveau pour ces images évidemment très impressionnantes en provenance de Camplon d'Aude sur l'un des fronts de l'incendie. Kevin Flory, journaliste météo climat de BFM TV, nous avons aussi appris plusieurs choses pendant ces échanges du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur avec des données tout simplement exceptionnelles. Oui, du jamais vu quand on